conférence. Eric, tu as la main. Oui, alors je vous ai rejoint avec le matériel de mon épouse parce que la technique m'a trahi. Donc, voilà. Donc, bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints ce matin. Donc, vous savez qu'à Sauvons le climat, on a l'habitude d'organiser en ouverture de nos assemblées générales une conférence de façon à nous donner un point de vue différent et complémentaire sur les sujets qui nous tiennent à cœur. Ça nous a amené en 2019, je crois, à avoir l'intervention de Brice Lalonde. En 2020, nous avons eu Henri Proglio. L'an dernier, compte tenu des circonstances, nous n'avions pas organisé de conférence. Et cette année, il nous a paru intéressant d'organiser ce regard sur comment se prépare l'industrie nucléaire française face aux perspectives de relance qui sont en débat actuellement, on va dire comme ça, mais que nous appelons tous de nos voeux. Malheureusement, les circonstances à nouveau nous ont obligés à organiser la séance par visio et par Zoom. Donc, c'est pour ça qu'on est là ce matin. Et je remercie donc nos deux intervenants à qui je vais donner la parole rapidement. Donc, Bernard Fontana, qui est le PDG de Framatome, et Cécile Arbouille, qui est la déléguée générale du GIFEN. Elle nous expliquera ce qu'est le GIFEN, le groupement des industriels français de l'énergie nucléaire, et comment il se prépare. Voilà. Donc, je remercie tous ceux qui se sont connectés. Je remercie surtout les deux participants. Et donc, on est prêt à les écouter avec beaucoup d'intérêt sur cette question qui est comment on se prépare pour que la relance ou le renouveau, enfin, on l'appelle comme on veut. À une époque, on disait renaissance, mais je pense que le terme est un petit peu passé maintenant, se passe correctement du point de vue industriel. Donc, on a convenu que Bernard Fontana allait commencer. La séquence s'organise de la façon suivante. Bernard va nous faire une intervention de un quart d'heure environ. Ensuite, ce sera Cécile. Et ensuite, il y aura les questions pour les deux intervenants. Donc, on regroupera les questions de façon à éviter Cécile peut amener des réponses peut-être aux questions qui pourraient être posées suite à l'intervention de Bernard. Et nous avons prévu, je n'ai pas vérifié qu'il était là, que notre ami Hervé Macheneau, qui est un grand connaisseur du sujet et du domaine, soit celui qui posera la première question de la séquence de questions-réponses. Voilà. Donc, je passe la parole à Bernard, que je remercie encore une fois. Merci. Bonjour à tous et j'espère que vous m'entendez. Donc, oui. Je suis heureux d'être là avec vous. Ce matin, là, je suis dans la tour. Le garde m'a dit qu'il faisait frais. Et là, de ma tour, je vois que c'est sombre, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas beaucoup de vent. Donc, je me suis dit que ça allait être une journée intéressante et j'ai vu un des graphiques qui était présenté tout à l'heure. Alors, peut-être quelques mots de Framatome et comment nous abordons cette phase-là. En Framatome, nous allons fêter nos 64 ans cette année. Nous avons été créés en décembre 58, donc nous sommes très jeunes. Et aujourd'hui, nous sommes un peu plus de 15 000 collaborateurs, dont 10 000 en France. Et notre activité est toujours centrée sur la connaissance des réacteurs nucléaires, la conception et la construction de nouveaux réacteurs. Nous sommes actuellement l'OEM de 52 réacteurs, alors les Framatome, les Siemens nucléaires et quelques Babcock aux États-Unis. Nous travaillons toujours, bien sûr, sur la maintenance des réacteurs nucléaires. Nous intervenons sur près de 380 des 450 réacteurs qui sont dans le monde. La conception, la fabrication, le chargement des combustibles nucléaires dans les réacteurs, la conception, la fabrication, la fourniture de gros équipements, les fameuses cuves, générateurs de vapeur, les pompes, et les systèmes de contrôle-commande des réacteurs. Alors, en 2021, notre activité représente à peu près 3,3 milliards de chiffre d'affaires, un petit peu plus, près des 2/3 à l'international. Alors, au cours de nos 60 ans, on a connu bien sûr des phases variées. Actuellement, nous sommes contrôlés à 75% par EDF. Et puis, Mitsubishi Heavy Industries, le japonais, est actionnaire à hauteur d'un peu plus de 20%. Alors, effectivement, après des années post-Fukushima particulièrement difficiles, on voit une tendance positive qui se dessine au niveau mondial. Et la capacité mondiale de production d'électricité d'origine nucléaire, que nous évaluons à proche de 400 gigawatts électriques nets, est prévue en hausse au cours des 20 prochaines années. Et ça correspond aussi aux défis que représente le changement climatique, rester sous la barre des 1,5 degrés, les scénarios de l'Agence internationale de l'énergie du GIEC, qui prévoit l'appel à une part importante du nucléaire dans le futur. En
France, il y a le parc. Devant nous, il y a le démarrage de Flamanville, la poursuite du Grand Carénage, la construction annoncée de nouveaux réacteurs, ou encore aussi le développement d'un démonstrateur de SMR. Ceci dit, pour nous, on a une situation contrastée selon les pays. En Allemagne, nous avons 2500 collaborateurs. L'Allemagne a arrêté 3 réacteurs en fin d'année dernière et va arrêter les 3 derniers en fin de cette année. La Belgique se demande où elle est, et prévoit de prendre une décision d'ici fin mars. Et puis, le Royaume-Uni investit, bien sûr, la Chine et l'Inde ont des programmes ambitieux. Alors, comment aborder tout ça? Pour nous, il y a quelques lignes directrices. Avant toute chose, chez Framatome, on insiste sur les valeurs. Sûreté, sécurité, futur, performance avec la qualité, intégrité, passion. On dit ça, c'est quelque chose de non négligeable, quoi qu'il advienne, porter des valeurs. Et plus spécifiquement, pour adresser les défis qui sont devant nous, on exécute un plan stratégique fondé sur 4 priorités que nous suivons très strictement année après année. Et la première, elle ne vous étonnera pas, ce sont les compétences. Le succès, l'avenir du nucléaire repose sur les compétences et donc nous travaillons à renforcer les savoirs, les compétences nécessaires. Et ça passe avant tout. Donc, chaque année, nous recrutons 1000 nouveaux collaborateurs pour remplacer ceux qui partent à la retraite et puis renforcer les compétences techniques. Ça veut dire qu'au cours des 5 dernières années, près de 5000 collègues nous ont rejoints pour remplacer, retraités et renforcer le potentiel technique. Vous voyez un peu, nous sommes 15 000 et il y a 5000 nouveaux qui sont arrivés. Si je prends un site comme Romand, où on a à peu près un peu moins de 1000 personnes, 55% des collègues à Romand ont moins de 5 ans d'ancienneté sur le site. Alors, pour éviter de reconstituer des effets falaises, nous recrutons pour reconstituer une pyramide d'âge cohérente et assurer une continuité des compétences dans la durée. Mais on voit bien qu'il est important de gérer le savoir. Donc, nous sommes dotés d'un programme de knowledge management. On a fait un benchmark, comment font les meilleurs dans le monde pour gérer le savoir, qui est doté de 50 millions d'euros et qui a pour vocation de faire de Framatome une référence mondiale en matière de gestion du savoir. Ces 50 millions d'euros, ça vient en plus des actions de formation qu'il y a dans les sites. Alors, en plus de ça, nous avons engagé plusieurs initiatives. Nous avons créé 4 centres d'excellence pour former des gens. Un dans le domaine du soudage, en Bourgogne, un dans l'usinage de haute précision, à Gemont, un dans la robotique et un dans les calculs. Alors, il s'agit, par exemple, si je prends celui de soudage, pas seulement de former les gens, mais de rassembler sur place une compétence où on connaît les technologies des tuyaux qu'on va souder, les matériaux des tuyaux, les procédés de soudage, les matériaux d'apport, la manière dont les gens vont souder, la manière dont les gens vont contrôler, les contrôleurs, parce qu'on sait que changer un paramètre là-dedans, c'est se mettre à risque. Et on appelle ça centre d'excellence doté de budget parce qu'on ne souhaite pas que ce soit des structures, on fait un effort cette année et puis on verra plus tard l'année, mais que ce soit des structures pérennes qui forment et entretiennent ce savoir dans la durée. Alors, de même manière, nous renforçons beaucoup les moyens d'essai du Centre technique de Bourgogne, notamment en redéployant en Bourgogne un certain nombre de moyens d'essai que nous avons là en Allemagne et que nous allons devoir fermer, parce que les propriétaires des bâtiments nous mettent simplement dehors. Le nucléaire n'est pas forcément bienvenu en Allemagne. Nous avons mis en place une école de design des réacteurs à Lyon pour que nos troupes d'élite réfléchissent, se rappellent, sachent pourquoi il y a eu ces concepts de design et ce test également sur la nouvelle génération de réacteurs. Et puis, inspecter, qui était beaucoup sous-traité, c'est très important de savoir comment la supply chain fonctionne, comment on travaille avec eux. Et nous avons décidé d'internaliser, alors que c'était externalisé à 80%, d'internaliser à 80%, et donc nous avons mis en place une inspection académique. En plus de ça, nous allouons plus de 100 millions d'euros par an à la recherche-développement, et on augmente de 7% par an ces budgets pour maintenir, renforcer les niveaux d'expertise, assurer un support technique, innover, et puis mieux connaître nos matériaux. On voit qu'il vaut mieux faire la recherche avant que de le faire quand les réacteurs sont arrêtés, mieux les simuler.
Et donc, ce sont des efforts importants qui sont réalisés. Donc, vraiment, première priorité, les compétences. En plus de ça, nous procédons à quelques acquisitions ciblées quand il y a des compétences qui sont à risque ou qui sont importantes pour garantir leur maintien. Par exemple, l'année dernière, nous avons racheté Valinox. Donc, c'est à Montbard, c'était chez Vallourec qui était en difficulté. Ils font les tubes sans soudure pour les générateurs de vapeur, hein, et puis quelques-uns aussi pour la marine. Alors, en Europe, ils ont 40 ans d'expérience. En Europe, il y a deux grands centres, il y a eux et Sandvik. Mais maintenant, il y a des productions en Chine, en Inde, et il y a la place que pour un Européen. Donc, on a eu le choix de les acheter et de mettre toutes les productions sur ce site français. Deuxième entité que nous avons rachetée l'an dernier, c'est Rolls-Royce Civil Nucléaire, c'est les ex-Merlin Gérin de Grenoble. Alors, ils ont beaucoup de systèmes sur le parc. Rolls-Royce les vend. Il y a 550 personnes compétentes. Comment garantir la continuité des compétences? En plus, ça nous intéresse, donc on s'y met et nous avons également acheté. Donc voilà, on ne cherche pas à acheter tout le monde, mais quand on pense qu'il y a des compétences qu'il faut maintenir pendant des décennies, ben, il faut faire ce qu'il faut et les rapatrier et les mettre avec nous. Alors, dans les contrôles commandes, on a plutôt un problème, c'est qu'on a beaucoup de commandes et peut-être pas assez de compétences, donc on est content de la recruter. Alors, on le fait dans des échelles plus petites aussi, en Hongrie, au Canada, au Royaume-Uni. Ben, le Canada, il revampe ses réacteurs dans l'Ontario, donc là, on a pris 1 milliard de commandes, hein, pour toujours aller chercher des effets de compétences. Donc, compétences, c'est vraiment, après sûreté, sécurité, qualité, la priorité de Framatome. Notre deuxième priorité, bien, c'est de dire, ben, on est des industriels, donc il faut garantir la bonne exécution de nos programmes et on est attendu là-dessus. Alors pour ça, bien, il faut un outil industriel à la hauteur. Et donc, on investit plus de 200 millions d'euros par an. Et donc, ça fait un peu plus d'1 milliard hein, depuis les 5 dernières années pour mettre en conformité, mettre à hauteur nos sites industriels, les moderniser, les automatiser, les digitaliser, améliorer la qualité, également standardiser les produits et pour améliorer la productivité. Je vous donne un exemple. Montbard, là, le fameux Valinox, on a trouvé le moyen pour chaque générateur de vapeur de lui acheter des tubes différents avec des specs matières différentes. C'est effrayant. Hein, et donc là, le sujet, c'est est-ce qu'on est capable de standardiser le tube, ce qui fait qu'on dira à nos collègues de Valinex, ben, vous tirez droit, tant de tubes par an, vous concentrez sur les compétences, la qualité, l'efficacité. Donc c'est ça hein, qu'il y a derrière le programme de standardisation. Alors, ce n'est pas possible sur tout, mais c'est possible sur un certain nombre de choses. Alors ensuite, la qualité, c'est un axe prioritaire. Alors, nous avons trouvé un angle, par exemple sur la sécurité, pour moi, le taux de fréquence, le nombre d'accidents avec arrêt par million d'heures travaillées, avec ou sans arrêt par million d'heures travaillées, on n'est pas à 0, mais on est à 0,3 hein, en ce moment. On souhaite renforcer, ben, on fait la même chose sur la qualité, le nombre d'écarts qualité par million d'heures travaillées. Et on a un objectif de les baisser de 25% par an. Alors, c'est un des objectifs qu'on a pris dans le cadre du programme Excel qu'a lancé EDF hein, pour mettre à hauteur la filière. Et d'ailleurs, pour moi, la grande valeur de ce programme, c'est de mobiliser la filière parce qu'il n'y a pas ou EDF ou Framatome, il y a besoin d'une supply chain qui soit au point. Ensuite, on a un sujet, c'est que comment faire. Par exemple, là, nos équipes travaillent sur Hinkley Point. Par exemple, la Forge a travaillé sur Hinkley Point, puis c'est fini. Et puis, il faut être prêt pour un programme qu'on espère. Et si nos gars ne forgent pas, ne répètent pas les gestes pendant 3 ans, il va falloir réapprendre le boulot. Donc, on a cette obsession de leur faire répéter les gestes en disant, puisque les compétences sont déterminantes, maintenons-les, faisons répéter les gestes. Et c'est là que revient la standardisation et, si nécessaire, l'anticipation d'un certain nombre de pièces pour rentrer dans les programmes en rythme lancé. Sinon, il faut réapprendre le métier et on maintient des usines en perdant de l'argent et on n'est pas capable de faire les programmes nucléaires. Donc, on a lancé un programme qui s'appelle Juliette en disant, ben ça, si on veut être au point, il y a besoin pendant 4-5 ans de mettre sur la table 300 millions d'euros pour que nos équipes continuent à travailler. Ce serait bien que ce soit utile donc d'anticiper un certain nombre de pièces. Ça peut se faire si on standardise.
Et ça a été approuvé par le board de Framatome, y compris par le conseil d'administration d'EDF. Et j'y vois comme conséquence une meilleure qualité et un effet sur les coûts, qui est une conséquence. On voit qu'on a un enjeu à 25% sur les coûts. Donc, cela, on le fait. Et du coup, ça entraîne notre supply chain et on le fait également, je le mentionne ici, en tenant compte des enjeux de souveraineté. Alors, troisième priorité pour nous, on souhaite être agile. Là, c'est un mot un peu diplomatique, mais c'est plutôt, si je parle crûment, c'est pour contenir le risque de bureaucratie qu'on a et mieux centrer nos ressources sur les compétences et l'opérationnel. Si je prends un site comme Saint-Marcel, on a à peu près 1000 personnes, on a 500 personnes qui font des dossiers, des papiers, etc. Et ça, c'est exponentiel, une croissance exponentielle. On voit qu'il y a besoin de contenir tout ça. Et puis, au niveau corporate, par exemple, nos fonctions corporate et immobilier qui représentaient 469 millions en 2015, on les a ramenés à 176 millions l'année dernière. Donc ça permet 300 millions d'euros d'économiser. C'est cela chaque année, c'est cela qui sont disponibles pour investir dans les compétences, dans la R&D, dans les moyens industriels. Et puis la quatrième priorité, c'est puisqu'on fait ces efforts-là, c'est d'aller chercher les effets d'échelle à l'international. Je l'avais un peu commencé à l'évoquer tout à l'heure, en disant on va aller chercher une présence internationale au profit de nos moyens industriels et principalement des moyens industriels français. Donc actuellement, on a un carnet de 12 milliards d'euros à peu près. L'an dernier, sans grand programme, on a quand même récupéré 3,7 milliards d'euros à l'exportation. Alors, on crée des filiales, par exemple en Europe centrale, pas très grandes, pour connaître les clients qui alimentent. Et puis, quand il y a quelque chose, on essaye de faire donner nos sites français pour maintenir cette dynamique de compétences, de qualité et d'efficacité. Alors, bien sûr, l'innovation est importante et on en trouve aussi à l'étranger. Par exemple, on a acheté il y a 3-4 ans Foxguard Solutions. Ce sont les leaders américains de la cybersécurité pour les centrales nucléaires. C'est quelque chose qui sont un peu en avance. Ils font des patchs, donc des actions ciblées. Et puis cette année, du coup, on a quand même conscience des questions de souveraineté. Donc, on a lancé une solution européenne de cybersécurité. La digitalisation, c'est quelque chose qu'on voit. Donc, chaque année, maintenant, on investit près de 50 millions d'euros pour progresser d'un côté chez nous, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, et aussi amener des solutions, parce que nos clients sont demandeurs, et ça commence déjà par les Nord-Américains, d'efficacité par la digitalisation. Et puis, l'innovation, c'est aussi de la technologie. On travaille beaucoup sur les ATF, là, les Accident Tolerant Fuel, notamment avec des revêtements chlore. Alors, ça a commencé par les États-Unis. Le DO nous a d'ailleurs alloué en fin d'année dernière 150 millions de dollars pour qu'on aille plus vite. Et là, aux États-Unis, on voit que ça, combiné avec un léger enrichissement supplémentaire des combustibles, on peut les amener au cycle de 2 ans sur les combustibles plutôt que 18 mois. Et ça, du coup, les opérateurs américains nous passent des commandes en disant oui, on pense que c'est vous qui allez nous amener au cycle 24 mois. Donc voilà, on se bat aussi sur l'innovation, la technologie. Maintenant, on est bien conscient que l'acceptation publique est importante. Alors, nous avons choisi de pousser dans certains domaines, et notamment dans la santé. Là, nous avons démarré il y a 15 jours des premières productions d'isotopes médicaux chez Bruce Power au Canada pour faire du lutécium. Alors, ça nous plaît bien, c'est un nom parisien. Et c'est l'isotope qui est phare pour le traitement du cancer de la prostate. Nous investissons aussi dans Cerca et nous avons créé une marque, Framatome Healthcare, pour montrer aussi cette valeur du nucléaire. Et nous apprêtons d'ailleurs à signer un accord de coopération avec l'INSERM, qui est maintenant dirigé par Gilles Bloch, qui a eu une formation également dans la médecine nucléaire. Donc voilà comment on travaille. Après, il y a des bonnes nouvelles, des moins bonnes nouvelles, ça dépend des jours, pour bâtir ces fondamentaux, nous-mêmes, avec nos clients, bien sûr, avec EDF en particulier en France, mais aussi avec la supply chain, qui, elle, est mobilisée autour du GIFEN. Et je pense que c'est le bon moment de passer la parole à Cécile. Cécile, le GIFEN. Merci beaucoup, Bernard. La parole est à Cécile, donc.
Merci. Alors, est-ce que je fais un truc coordonné avec les transparents? Est-ce qu'on va les voir? Comment ça se passe? Sinon, pour information, de la part de Jean-Paul Hulot aussi, vous pouvez modifier l'affichage en haut à droite de l'écran noir pour avoir en majorité l'intervenant, en gros plan, et non pas en vignette seulement. Hein. Donc, c'est un choix que vous pouvez faire, affichage intervenant. Voilà. C'est une subtilité qui est possible. Ah, les voilà. Ok, bon, bah, du coup, j'y vais. Merci beaucoup de m'accueillir et de me donner l'opportunité donc de vous présenter le GIFEN. Donc, je vais vous faire une présentation avec un support. Je vais essayer d'être synthétique. Alors, on va passer au deuxième transparent du coup. Voilà, donc je vais vous faire un rapide rappel sur la filière, mais évidemment, je ne vais rien vous apprendre. Et puis après, vous parler un petit peu plus donc, de qu'est-ce que le GIFEN et peut-être de quelques grands chantiers auxquels on s'est attaqué. Et vous allez voir que, évidemment, il y a un certain nombre de choses qui rejoignent les actions de Bernard au sein de Framatome, évidemment. Alors, on va passer au premier, donc à la filière nucléaire, voilà. Donc, le transparent suivant, je vous ai mis quelques chiffres. Donc, ce sont les chiffres que l'on expose surtout donc à l'extérieur, hein, dans notre communication, puisque c'est une des choses qu'on essaye de faire, de donner à voir ce que c'est que cette filière industrielle au niveau du grand public, des autres industries, des gens qui ont des décisions à prendre. Alors, ces chiffres-là, ils sont issus d'une grande enquête qui a été faite en 2018-2019. La précédente avait été faite en 2014 et il y a une stabilité en fait de ces chiffres sur la période. Donc, vous voyez qu'on considère qu'il y a 3200 entreprises donc, qui travaillent pour l'énergie nucléaire civile, sachant que le chiffre d'affaires moyen de ces entreprises pour l'énergie nucléaire civile, il est de 20%. Donc, ça veut dire que ce sont des entreprises qui sont très diversifiées, qui travaillent aussi pour d'autres filières, hein, l'automobile, l'aérospatiale, la chimie, etc. Et on a une grande majorité, je dirais peut-être les 2/3 ou un peu plus des 2/3 de ces entreprises qui ont des chiffres d'affaires dans le nucléaire qui est faible. Donc, on a en gros peut-être plutôt 800-900 entreprises qui ont une activité un peu plus significative dans le nucléaire. Parmi ces entreprises, on en a beaucoup, 85% qui sont des PME-TPE. Donc, on a vraiment un tissu de petites entreprises qui sont réparties sur tout le territoire. Beaucoup sont autour des CNPE ou des installations du cycle. Et puis, vous voyez qu'il y en a un peu plus de la moitié qui ont une activité à l'international. Puisque, comme le disait Bernard, la filière française donc, a cette caractéristique d'être une des grandes filières du nucléaire, donc avec les États-Unis, la Russie et la Chine. Et donc, on a beaucoup d'activités à l'international. On estime qu'il y a à peu près 220 000 salariés. Alors ça, ce sont les emplois directs et indirects. Donc, directs, ce sont les employés des exploitants. Et indirects, ce sont donc les fournisseurs qui travaillent pour ces exploitants. En termes de recrutement, vous le voyez, donc comme le disait Bernard aussi, on est vraiment sur en ce moment un renouvellement des compétences, hein, des personnes qui partent à la retraite, donc 22 500 sur 2020-2023. Ce chiffre ne tient pas compte de potentiels nouveaux réacteurs qui seraient construits. Donc là, on est vraiment sur le maintien des compétences qui sont nécessaires depuis, je dirais, une vingtaine d'années pour maintenir le parc, donc tout ce qui est maintenance du parc et tout ce qui est chantier de grand carénage. Et puis le chiffre d'affaires de la filière, vous voyez, il est autour de 4,7 milliards d'euros et on considère qu'il y en a à peu près le 5e qui est fait à l'export.
Alors, il y a une bêtise. En fait, ce n'est pas 4,7, c'est 47. Excusez-moi, il y a une virgule qui ne va pas, je viens de m'en rendre compte. Voilà. Et puis, les 12 grammes de CO2 par kilowattheure, bah, ça, évidemment, vous le savez tous, sachant que ça, c'est le chiffre du GIEC et que pour la filière, enfin, pour la contribution, la non-contribution au CO2 en France, on est plutôt à 6 grammes. Voilà. Alors, je vous propose de passer au transparent suivant. Voilà, alors ça c'est un transparent qu'on aime bien montrer à l'extérieur, donc en disant que cette filière française, elle a aussi un caractère souverain, puisqu'on est présent et on maîtrise l'ensemble de la chaîne, hein, vous le savez. Donc avec les fameux 5 exploitants, qu'on appelle les 5 grands donneurs d'ordre, donc vous verrez qui ont un rôle dans le GIFEN, donc qui sont le CEA, Orano, Framatome, Landra et EDF. Alors, on va passer au suivant. Je vais vous dire 2 mots du coup sur le GIFEN. Voilà, et on va passer à celui d'après. Alors, pourquoi le GIFEN? Le GIFEN, il a été créé il y a 3 ans, en 2018. Il a été issu de la volonté donc de ces fameux 5 grands donneurs d'ordre et d'un certain nombre d'industriels, donc une vingtaine d'industriels majeurs. L'idée était évidemment de contribuer à la préparation de la suite et donc à la construction de nouveaux réacteurs en France. Donc, ce que ces industriels se sont dit, ce serait qu'il serait intéressant d'avoir une instance qui permette de fédérer les acteurs, puisque, vous le savez, il y a eu des périodes où cette filière a été très unie. On peut parler des années 70, 80, jusqu'au milieu des années 90. Puis après, ça a été un petit peu moins bien. Il y a parfois eu des petites dissensions, des petites, voilà, des choses qui n'ont pas toujours été où tout le monde allait dans le même sens. Donc, l'idée, c'était de dire, maintenant, cette filière, elle est quand même plus ou moins à la croisée des chemins. Et donc, il serait intéressant que tous les acteurs travaillent ensemble. Donc, le deuxième objectif pour se transformer, s'améliorer, pour développer le business de cette filière et puis aussi la faire mieux connaître, donc porter la voix parce que il y a eu quand même tout un certain nombre d'années où, alors pour le dire directement, peut-être qu'un certain nombre d'entreprises avaient un peu le nucléaire honteux et donc l'idée c'était d'aller au-delà de ça et au contraire de promouvoir tous les atouts de cette filière, donc une filière industrielle souveraine, non contributrice du réchauffement climatique et qui pouvait apporter beaucoup pour la production d'électricité qui va être de plus en plus nécessaire dans les années à venir. Donc, si on passe au transparent suivant, concrètement, le GIFEN, c'est un syndicat professionnel, ça c'est son statut juridique, donc c'est très proche de l'association loi 1901, donc c'est sur le même principe, avec des adhérents qui élisent une gouvernance, donc dans lequel il y a pour moitié des personnes, enfin des patrons issus des fameux exploitants, là, les 5 exploitants, les donneurs d'ordre, et l'autre moitié, c'est des patrons issus des industriels. Donc, on a une gouvernance avec 18 personnes. On travaille sur à la fois des sujets de fond, donc comme on a parlé Bernard, les sujets autour des compétences, autour du numérique, autour de la qualité notamment. Et puis, on essaye aussi de proposer des services concrets à nos adhérents pour les aider à se développer et à faire plus de business. On est devenu aussi depuis 3 ans un interlocuteur privilégié des institutionnels, notamment la DGE côté Bercy, la DGEC côté transition. Voilà, donc à ce stade, on a 270 adhérents, un réseau de 900 personnes qui participent à nos activités ou qui bénéficient de nos services et de nos activités. Et donc, vous allez le voir, on travaille en mode collaboratif. Alors, notre objectif en termes d'adhésion, c'est d'arriver à 400 adhérents, on espère à la fin de l'année prochaine. Comme je vous l'ai dit au début, sur les 3200 entreprises de la filière, il y en a 800-900 qui font vraiment le très gros du chiffre d'affaires. Et du coup, si on arrive à avoir 400 adhérents, on aura une vraie représentativité de la filière.
Alors, nos activités stratégiques, on peut passer aux transparences suivants. Donc, les grands sujets autour desquels on essaye de faire travailler les industriels et les donneurs d'ordre ensemble pour s'améliorer. Donc, on a un sujet autour des besoins à venir et de la préparation des compétences. Donc, ça, c'est les commissions France, Perspective France et compétences et formations. On a évidemment des sujets autour de l'innovation, autour du numérique, autour de la qualité. On a une commission qui travaille sur la communication, puisque je vous le disais, l'idée c'est de mieux faire connaître les atouts de cette filière. Et ensuite, on a des sujets autour de l'international et de l'Europe. Alors l'Europe, c'est plus institutionnel et l'international, évidemment, c'est plus business. Et on a des grands projets donc, qui s'appellent Genesis, EDEC, et puis on a travaillé beaucoup dans le cadre de France Relance pour porter des projets innovants, mais ça, je vous en parlerai un petit peu plus tard dans la présentation. Alors, les transparences suivants vous donnent un résumé, les 2 transparences suivants vous donnent un résumé de ces fameuses activités stratégiques. Alors, les 2 premières, Perspective France et compétences et formations. Donc là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait de la mise en visibilité de tous les grands projets à venir à 10 ans. Donc, ce sont les projets des 5 grands donneurs d'ordre. Et on va voir aussi ITER, on va voir aussi Naval Group, avec notamment le projet du futur porte-avions, qui a un planning qui est le même que celui des futurs EPR, donc 2020, enfin des premiers, 2025-2035. On va voir aussi de potentiels grands chantiers type Grand Paris qui pourraient capter des ressources. Et donc, on fait une mise en visibilité de tous nos adhérents des besoins suivant 18 familles de métiers qui sont notre langage commun. Donc, les familles de métiers, ça peut être tuyauterie, chaudronnerie, électricité, levage, voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qui n'avait jamais été fait avant, puisque les donneurs d'ordre, individuellement, donnent à voir leurs besoins, mais c'est souvent sur des périodes plus courtes que 10 ans. Et puis, il n'y a pas donc cette vision concaténée qui est intéressante pour ces entreprises qui, justement, comme je vous le disais, sont quand même diversifiées en général. Et puis, travaille avec ce groupe-là, le groupe compétences et formations, donc qui, lui, a pour vocation, et ça c'est en cours, à cartographier les compétences telles qu'elles sont présentes aujourd'hui dans la filière, à faire de la prospective sur comment ces compétences vont évoluer à 10 ans, donc en fonction justement de pyramide des âges ou en fonction de toute une série de paramètres de contexte. L'idée étant que, une fois qu'on a les besoins d'une part, les ressources, les compétences d'autre part, le GIFEN va mener, ou est en train de mener, une analyse d'adéquation ou de non-adéquation entre ses besoins et ses ressources pour pouvoir, parce que l'idée c'est bien à la fin d'agir, donc c'est-à-dire de faire en sorte qu'on ait les bonnes compétences au bon moment. Alors soit on a 2 leviers sur lesquels on compte jouer, donc la formation, donc ça ce sera évidemment avec les pouvoirs publics et avec les entreprises aussi, puisque les entreprises n'ont pas attendu ces travaux et mettent déjà en place ou ont déjà mis en place toute une série d'écoles de métiers en interne. Et le deuxième levier, c'est l'attractivité. Donc ça, l'attractivité, c'est très important puisqu'on voit qu'en France, il y a quand même un défaut d'attractivité pour les métiers industriels. C'est au-delà de la filière nucléaire. Et donc, l'idée, c'est de jouer, d'essayer d'attirer les jeunes, d'attirer les personnes en reconversion dans cette filière. Voilà, donc ça, c'est un gros travail qui est à l'échelle de la filière et que le GIFEN mène pour la première fois. Communication, donc je vous en ai parlé déjà, on essaie d'avoir un certain nombre d'actions. Depuis 6 mois, bon, je ne sais pas si vous l'avez vu, alors on ne passe pas tous les soirs au journal de 20 h, mais on commence à être présent dans la presse, notamment dans la presse écrite. On ne l'était pas du tout auparavant. Sur le transparent suivant, vous allez avoir donc, les sujets un peu plus techno sur lesquels on travaille, donc l'innovation, le numérique, la qualité. Donc, on travaille à la fois sur faire en sorte que les industriels se parlent et puis mettent en commun leur retour d'expérience, leurs bonnes pratiques pour avancer.
Ensuite, nous, on a aussi un accompagnement pédagogique sur tout ce qui est notamment numérique. Les PME sont demandeuses d'avoir ce type d'accompagnement. Puis après, on a des projets, notamment sur le numérique. Donc, je vous dirai deux mots ensuite, des plateformes donc, qui soient utiles au plus grand nombre d'acteurs de la filière. Affaires européennes, c'est un peu particulier. On travaille avec Foratom, qui est l'association qui fait la promotion de l'énergie nucléaire civile auprès de l'Europe. C'est une petite association, hein, ils sont 10. Et donc, chaque pays dans lequel il y a du nucléaire civil leur apporte des contributions financières et d'experts. Et donc, nous, le GIFEN, on centralise les contributions de la France vers Foratom. Alors, sur la suite, je vais vous donner donc quelques exemples concrets de ce qu'on fait. Donc, le transparent suivant autour des compétences. Donc, ce que je vous ai dit sur cartographier les compétences, faire de la prospective sur l'évolution des compétences et attirer des nouveaux talents ou des jeunes dans les métiers dans lesquels on en a besoin. On a signé à l'été un EDEC avec l'État et avec l'OPCO 2I. Alors, l'EDEC, ça veut dire engagement du développement de l'emploi et des compétences. Donc, c'est une démarche qui n'est pas spécifique à la filière nucléaire, hein, donc que l'État finance ou a financé déjà pour un certain nombre de filières. On a un budget de 1,5 million, donc qui est donné à moitié par l'État, à moitié par l'OPCO. Donc, l'OPCO auquel on est rattaché, donc industrie mécanique et industrie électrique et gazière. Et donc, dans le cadre, avec cette enveloppe, on fait réaliser par des cabinets spécialisés donc ce fameux état des lieux des compétences, ces études de prospective pour savoir comment ces compétences vont évoluer à 10 ans. Et toutes ces données, donc on va recevoir donc les premiers résultats là au mois de mars, donc bientôt, et on va avoir toute une série de résultats jusqu'à la fin 2022, vont nous permettre justement de faire cette fameuse analyse de l'adéquation charge-compétences dont je vous ai parlé tout à l'heure, puisque en face de ce bilan des compétences, nous, on a nos hypothèses de besoins qu'on a concaténées en interne GIFEN, et donc on va pouvoir faire cette analyse pour ensuite pouvoir agir. Alors, sur la formation, donc là, il y a aussi une enveloppe dans le cadre de l'EDEC pour pouvoir agir sur la formation et mener des actions d'attractivité. Donc ça, on a déjà commencé à le faire, mais on va pouvoir, on a une partie de l'enveloppe de l'EDEC qui est aussi destinée aux actions d'attractivité. Voilà, alors le transparent suivant reprend un peu ce que je viens de vous dire. Voilà, qu'est-ce qu'on fait dans le cadre de l'EDEC? Donc, état des lieux des compétences, plus de la prospective, ensuite mettre en place des formations qui seraient nécessaires, et puis jouer sur l'attractivité, la mixité, notamment au travers de l'alternance. Le transparent suivant, donc là, reprend ce que je vous disais sur notre grand projet adéquation charge-ressources. Donc, grâce aux données de l'EDEC, d'une part, et grâce, nous, à la concaténation des grands projets à venir, on va donc mettre en place, l'idée est de mettre en place donc, des actions autour de la formation et de l'attractivité pour qu'on ait bien les bonnes compétences au bon moment. Alors, peut-être pour répondre à une des questions que vous poserez, notre plan de charge, il est analysé aujourd'hui évidemment avec des hypothèses, hein, puisque le gouvernement n'a pas encore dit combien de nouveaux réacteurs, quand, etc. Donc là, nous, comme on est sur une prospective à 10 ans, pour l'instant, on a pris l'hypothèse de ce que EDF a proposé à l'État l'année dernière, donc 6 EPR2, avec donc un début de chantier de la première paire en 2025. Donc c'est sur cette hypothèse-là qu'on travaille sur ce plan de charge à 10 ans. Transparent suivant, dans autres actions que l'on a autour de l'innovation. Donc, on travaille beaucoup au GIFEN pour essayer de faire en sorte que les petites boîtes, les petites PME, voire les startups qui ont des projets innovants, qui ont des technos innovantes ou des briques technologiques innovantes, puissent s'insérer dans les grands projets de la filière, les grands projets d'innovation qui, eux, sont plutôt portés par les donneurs d'ordre,
comme disait Bernard, sur des combustibles innovants, voire sur les réacteurs type SMR, etc. Donc, le maillage entre les petits et les gros, la fameuse instance, la Innovation R&D au GIFEN qui travaille là-dessus, essaie donc de créer ce maillage. Et puis là, dans le cadre de France Relance, on a accompagné donc nos adhérents qui souhaitaient déposer des dossiers pour recevoir une aide de l'État, donc des dossiers innovants. On a fait cet accompagnement avec Nucléaire Vallée, qui est le pôle de compétitivité de la filière. Et donc, vous voyez, alors, on estime qu'il y a 1 milliard d'euros chaque année qui est investi dans la R&D, donc ça, c'est dans la filière, indépendamment de France Relance. France Relance a rajouté une enveloppe de 100 millions, a fait des appels à projets auprès des entreprises de la filière et donc il y a eu 45 projets qui ont été portés directement par les membres du GIFEN sur donc 160 projets qui ont été déposés. La carte à côté vous montre l'implantation des entreprises qui ont été lauréates des projets. Bon, vous voyez que ça correspond quand même aux régions donc dans lesquelles il y a le plus évidemment d'INB et du coup de tissus industriels autour donc d'entreprises qui contribuent à faire tourner ces installations. Et puis dernier transparent, donc là je vous ai mis quelques mots aussi donc sur les autres activités que l'on peut avoir et notamment sur le numérique. Alors sur le numérique, au-delà du partage de bonnes pratiques, au-delà d'actions pédagogiques pour accompagner nos adhérents. Donc, on a nous-mêmes déposé un dossier dans le cadre, alors c'était juste avant France Relance, mais c'était un appel à projet autour du numérique dans les filières industrielles. On a signé un contrat avec la BPI de 5 millions d'euros et donc on est en train de développer nous-mêmes le GIFEN, donc des plateformes numériques qui ont pour intention de mieux connecter les industriels et les donneurs d'ordre. Donc, on a 3 projets notamment qui sont en cours. On a un projet autour de la dématérialisation du DRT. Donc, le DRT, c'est le dossier de réalisation de travaux que doivent donc produire et suivre les industriels qui vont travailler sur les sites nucléaires, notamment sur les centrales. Donc, c'est des dossiers énormes avec beaucoup de papier, etc. Donc, les uns les autres, les industriels, EDF, etc., se sont lancés dans des démarches de dématérialisation de ces dossiers. L'idée du GIFEN, c'est de faire des plateformes d'interconnexion pour que, quel que soit l'outil que les uns et les autres ont développé, il puisse y avoir une connexion sans que les industriels, notamment, aient à prendre des abonnements ou acheter des outils numériques pour pouvoir aller d'une part sur les sites EDF, d'autre part sur les sites du CEA, etc. On a un projet aussi autour de la dématérialisation de la gestion des colis de déchets. Donc là, on est sur Laval, c'est plutôt entre Orano et Landra. Et puis, on a aussi tout un projet pour faciliter l'accès des industriels au site des exploitants. Donc, autour de toutes les données, alors les données d'identité, les données banales pour accéder sur un site, mais aussi toutes les données autour des compétences. Parce que, donc on a beaucoup parlé de compétences, l'idée des exploitants et des industriels, c'est de mieux répertorier les compétences de leurs intervenants. Donc, les exploitants auront à l'avenir des vérifications supplémentaires sur ces compétences. Donc, l'idée, c'est de faciliter ça par une dématérialisation qui soit simple. Et puis, autour de la qualité, comme je vous le disais, donc là, on a des actions qui sont beaucoup sur le partage d'expériences. Donc, ça marche très bien au sein du syndicat. Et puis, autour aussi de l'accompagnement. Alors, il y a des sujets évidemment qui sont vraiment d'actualité en ce moment. Donc, une norme qui s'appelle la 19443, qui est un peu la 9001 pour les entreprises qui travaillent dans le nucléaire, donc qui est en train d'être déployée. Et puis, on essaye aussi de travailler tous ensemble sur la sûreté et notamment sur la culture de sûreté au sein des entreprises. Voilà, donc j'ai essayé de faire un petit panorama de nos ambitions et puis de quelques actions concrètes. Et ben voilà, je suis à disposition si vous avez des questions.
Merci beaucoup, Cécile. J'ai vu passer un bon paquet de questions déjà sur le chat. Donc, comme convenu, je propose peut-être de donner la parole à Hervé Macheneau. J'ai vu qu'il était avec nous. Je Donc, suis Hervé, là, si tu veux lancer le débat, vas-y, je avec suis là plaisir. avec vous et je vous remercie beaucoup de votre invitation et je remercie particulièrement Bernard et Cécile pour la présentation qui a été faite parce qu'elle, évidemment, nous apporte beaucoup d'encouragement sur l'avenir. Donc oui, je voudrais reprendre les éléments qui ont été donnés sur le renforcement des compétences, le renforcement industriel, les très gros investissements qui sont faits, etc. Cela dit, effectivement, et je l'ai vu apparaître d'ailleurs dans un certain nombre des questions qui ont été posées par le chat, le RTE a fait 6 scénarios. 3 sont largement renouvelables et 3 sont un peu plus nucléaires. Le troisième, dit N03, comporte 50% de nucléaire en production. Et le RTE, dans sa grande, je dirais, générosité, a exprimé que le plus économique, le plus intéressant pour la France était celui N03, dans lequel il y avait le plus de nucléaire. Donc la question qu'on lui a naturellement posée, c'est pourquoi n'êtes-vous pas allé plus loin en mettant plus de nucléaire? La réponse, c'est la filière nous dit qu'elle n'est pas capable de faire mieux. Et donc, c'est ça ma question. Ma question, c'est, pour avoir un niveau de nucléaire, c'est-à-dire une assurance de production d'électricité stable, économique, comme on a connu jusqu'à une période récente et qui est maintenant en train de disparaître, il faudrait, je ne sais pas, mais de l'ordre de 100 gigawatts de nucléaire en 2050. Pour ça, il faut, suivant la durée de vie qui sera accordée aux centrales existantes, c'est-à-dire, quand je dis accordée, qui sera choisie pour les centrales existantes, il faudra entre 25 et 30 nouveaux réacteurs de type EPR2, c'est-à-dire 1650 MW. 25 à 30 d'ici 2050, on a 30 ans pour les faire. Je veux dire, il y a plein de pays qui se disent qu'ils vont se nucléariser dans les 15 ans qui viennent, et nous, on ne saurait pas faire 30 EPR en 30 ans. Voilà, donc c'est ça ma question. Alors, question subsidiaire, c'est où en sommes-nous? Parce que dans les investissements Saint-Marcel, etc., où en sommes-nous de la fabrication des cuves pour l'EPR en France? Et évidemment, quelles sont les mesures? Parce que j'ai entendu effectivement Cécile parler et Bernard parler de toutes les améliorations qui sont faites dans le domaine de la qualité, de la formation, etc. Enfin, aujourd'hui, on voit bien que la plupart des problèmes que nous avons rencontrés sont des problèmes métallurgiques et de qualité dans le domaine de la métallurgie. Alors, voilà, ma question principale, c'est pourquoi la filière ne serait-elle pas capable de faire 30 réacteurs en 30 ans alors qu'on en a fait 60 en 10, mettons en 20. Bien sûr, les choses ont changé, mais quand même, c'est pas à ce point-là. Et quelles sont les mesures relativement plus précises qui sont prises dans le domaine des forges et de la métallurgie? Merci beaucoup. Alors, moi, je vais juste répondre, parce que c'est Bernard qui a la plupart des réponses, mais moi, je vais juste répondre pour les industriels hors Framatome et EDF. Donc, on a fait une contribution au rapport RTE au titre des industriels, les tuyauteurs, les robinettiers, etc. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de limitation et on n'a jamais évoqué une quelconque limitation. Donc, on a écrit un papier qu'on peut rendre public vers RTE, etc. Donc, c'est quelque chose qu'on a essayé de préciser ensuite, notamment dans les médias, parce que effectivement, cette question est souvent revenue. Donc, au niveau des industriels, il n'y a pas de limitation. On le voit bien, si on prend un industriel en particulier, que ce soit un robinettier, un tuyauteur, quand on voit
la planification sur la construction de réacteurs qui sont en série. Alors, on n'a pas aujourd'hui le programme, mais ça ne pose pas de difficultés majeures en termes de capacité et en termes de compétences. Il y a tout ce travail de préparation, mais l'avis et donc la position des industriels, c'est qu'il n'y a pas d'empêchement. Aujourd'hui, la seule chose que les industriels demandent, c'est d'avoir les détails sur le futur programme. Parce que, effectivement, notamment au sein du GIFEN et au sein de leurs propres entreprises, ils se préparent donc sur la qualité, ils se font certifier ISO 19443, etc. Ils se digitalisent, etc., etc. Mais pour vraiment embaucher et pour vraiment se préparer réellement, il faut qu'ils sachent quel va être le programme, quel va être le planning, combien de réacteurs, etc. Donc ça, c'est la dernière chose. Mais globalement, il n'y a pas d'empêchement. Après, au niveau d'EDF, qui lui organise ces grands chantiers, et au niveau de Bernard, qui lui nous fabrique les tubes, là, je lui laisse la parole. Je ne sais pas. Il y a peut-être une réponse complémentaire. Merci Cécile. Non, pour Framatome, nous sommes actuellement dimensionnés pour être capable de faire, nous sommes actuellement actifs sur Hinkley Point, être capable de faire 6 EPR en France et 2 pour Sizewell. Et c'est un dimensionnement à 70% de nos capacités. Et donc, mon problème, c'est pas de ne pas avoir de capacité à faire, c'est qu'après Hinkley Point, j'ai plus rien à faire. Et donc, j'ai besoin de maintenir les compétences et d'anticiper éventuellement certains programmes pour garder ce dimensionnement qui correspond à une taille critique. Donc, si vous voulez, ce n'est pas Framatome qui manque de capacité disponible. La difficulté, c'est d'avoir suffisamment d'activité pour maintenir les compétences. Donc, ça ne vient pas de Framatome non plus, cette remarque sur la capacité à faire. C'est très intéressant alors parce que je voudrais bien savoir qui est la filière, puisque la filière dit qu'elle n'est pas capable. Je voudrais juste ajouter quelque chose, c'est que évidemment, alors je partage entièrement la position de Cécile, c'est que ça n'est possible qu'avec de la visibilité. On ne peut pas demander à des industriels d'investir lourdement dans des moyens industriels, dans de la formation, dans du recrutement, dans le nucléaire qui est extrêmement exigeant, s'il n'y a pas une visibilité. Cela dit, cette visibilité, elle doit correspondre à une volonté politique affichée, parce que le premier programme a été fait sur la base de contrats de programme avec 3, 5, 6, mais pas 40. On ne s'est pas engagé auprès des industriels à en faire 40, mais on savait que le programme était engagé comme ça. Et donc, la question, c'est effectivement, ensuite, elle est politique. S'il y a la volonté, il faut qu'elle soit exprimée et qu'elle soit exprimée et stable dans le temps. Bon, en tout cas, merci pour vos réponses parce que c'est très encourageant. Parce que moi, je me posais aussi une autre question, c'est on parle d'aller en faire en Pologne, en Inde, etc., et on ne serait pas capable de les faire en France. Il y a juste un petit problème. Voilà. Donc après, ça dépend effectivement de toutes les hypothèses qu'on prend. Donc premièrement. Deuxièmement, il y avait une question sur la métallurgie qui était importante, que je ne veux pas éluder. Si je prends la fameuse cuve de Flamanville, elle a été faite à un moment où la fameuse réglementation ESPN n'existait pas. Et puis à un moment, mais comment ça se fait qu'elle ne soit pas conforme à la réglementation ESPN? Cette réglementation n'existait pas au moment où elle était fabriquée. Et donc, pour moi, c'est un des grands sujets parce que nous avons l'équivalent, les composés non repliés, etc. Quand je parle de standardisation, c'est d'avoir une clarté sur l'objet qu'il faut définir et ne pas faire fluctuer la définition de ce qui est à fabriquer pendant la fabrication. Les guides d'application de l'ESPN pour Flamanville ont été donnés en 2017, quand l'unité était quand même largement construite. Donc, ce qui est très, très important, c'est de figer dans des standards des règles du jeu qui vont s'appliquer pendant le programme. Et j'ai parlé beaucoup de cette standardisation. Alors, on entend parler aussi beaucoup de problèmes de métallurgie, de soudure, etc. Mais vous dites, voilà, j'ai des exclusions de rupture, etc.
vous lancez votre programme, dites tiens, il va falloir que je fasse quelque chose puisque pour mon dossier, j'ai fait telle et telle chose. Tiens, je connais tel matériau, tiens, je connais tel procédé de soudure. Et ça ne peut pas marcher. Ce qu'il faut, c'est que le procédé de soudage, la chaîne de soudage soit réglée avant de faire le programme. On ne peut pas l'inventer pendant le programme. Et régler une chaîne de soudage, ça prend 2 ans. Et quand je vous ai parlé du centre compétences d'excellence soudage en Bourgogne, avec toute cette compétence, ce qu'il y a derrière, c'est la capacité à définir des règles de soudage, de procédés qui soient au point au moment où on lance le programme, plutôt que de les mettre au point quand on fait le programme. Et d'ailleurs, dans le cas de PR2, EDF a passé commande à Framatome pour faire des réglages de procédés de soudage pour que tout ça soit défini avant que le programme soit lancé. Si vous faites ça au moment où vous construisez, ce serait un miracle que vous arriviez à retomber sur vos pieds, hein, malgré l'efficacité des gens. Donc, c'est ça les enseignements. Et donc, alors évidemment, il y aura des choses qui changeront, etc. Mais cette capacité à définir ce qu'on veut et à le préciser avant d'engager les efforts industriels est clé. Je pense que la filière le sait, l'a compris et l'intègre. Merci à tous les trois. Il me semble que c'est clair. Et moi, peut-être que j'ai une réaction à ça, peut-être pour Bernard et Cécile. Est-ce que, compte tenu de ce qu'on vient d'entendre, là, on n'a pas entendu EDF, mais voilà, sur le sujet, est-ce qu'il n'est pas prévu de faire une communication commune en disant la main est aux politiques et la filière industrielle s'adaptera, enfin pas à 100 limites, mais enfin reprendre les termes que vous venez de nous donner, c'est-à-dire si on a la visibilité, on est capable de monter au-delà de ce qui est affiché aujourd'hui dans les scénarios de RTE les plus optimistes, enfin de notre point de vue. Parce que actuellement, je prépare pour la fin du mois, février, pour mes interlocuteurs EDF, un Sales and Operation Planning qui montre, en fonction d'une charge qui croîtrait, où sont nos goulots et quelles mesures je peux prendre pour dégouloter. Donc, j'ai des équipes qui travaillent dessus pour le dire pas simplement comme ça, sur notre bon air, mais simplement avec des arguments comme ça. En tout cas, pour Framatome, ce sera disponible de façon très structurée dans 3 semaines. Voilà. D'accord. Moi, je pense que là, en fait, on touche à un sujet sur la communication et sur le positionnement d'EDF par rapport aux politiques. Je peux vous en parler. Au début du GIFEN, c'était assez caractéristique parce que dans la gouvernance, donc comme je vous le disais, il y a 9 personnes issues des donneurs d'ordre, il y a 9 personnes issues des industriels, et dans les 9 issues des donneurs d'ordre, il y a 3 personnes d'EDF, et notre président, c'est Xavier Ursa, donc directeur nouveau nucléaire d'EDF. Et en fait, le seul sujet sur lequel il y avait un non-unanimité dans le Conseil, c'était la com, en fait. Parce que les industriels poussaient beaucoup pour que le GIFEN soit beaucoup plus présent, communique sur la filière, fasse la promotion du nucléaire, etc. Et EDF, enfin les personnes d'EDF étaient assez en retrait par rapport à cette position, parce qu'on voit bien, évidemment, EDF, actionnaire majoritaire, l'État, etc. Et donc, il y avait toute cette dimension politique. On voit bien, de toute façon, le 50% du scénario RTE, c'est uniquement politique. Hein. Enfin, c'est clair. Donc ça. Alors, moi, ce que je trouve sympa, c'est que depuis 3 ans, ça a pas mal évolué, en fait. Et aujourd'hui, moi, en termes de communication, avec mon équipe, et donc là, j'ai pu embaucher quelqu'un qui est uniquement sur la communication externe là, depuis 6 mois. Et on peut beaucoup plus finalement communiquer, on est plus libre. Alors, évidemment, bon, peut-être que vous ne l'avez pas vu, mais on est un petit peu présent dans la presse, alors qu'avant, on ne l'était pas du tout. On s'exprime plus, on fait cette promotion du nucléaire, etc. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, je trouve qu'il y a un certain nombre d'acteurs, là, des acteurs majeurs, qui ont un peu moins le nucléaire honteux, et je trouve que c'est bien. Et il y a une vraie progression depuis 3 ans. Donc ça, c'est positif. Évidemment, EDF est toujours dans cette position très délicate par rapport à son actionnaire majoritaire, et donc en fonction de
le ton que va donner le gouvernement, EDF pourra se positionner ou pas. Mais c'est intéressant, c'est très intéressant ce sujet, c'est intéressant de voir l'évolution et il y a malgré tout une vraie évolution depuis 3 ans. D'accord. C'est intéressant ce que tu dis, mais c'est un côté un peu terrible parce qu'on s'aperçoit que sur ce sujet, il y a quelques années, enfin moi j'ai eu l'occasion de rencontrer quelques ministres et tout, en leur disant, mais si vous fermez tout le nucléaire, vous allez être obligé de démarrer du gaz, etc. Et on me répondait, non, mais la demande en électricité va baisser. C'est ce que me disent tous mes experts. Tout le monde savait que c'était faux. Alors là, on commence à sortir de cette espèce d'argutie totale. Et les derniers scénarios de RTE expliquent quand même que le besoin d'électricité va augmenter, quel que soit ce qu'on puisse faire en efficacité énergétique. Et il semble qu'il y a quelques blocs là qui sont dans le raisonnement qu'il faut faire sauter petit à petit. Et il y a celui-là qui est de dire, de toute façon, on n'est pas capable de faire plus que 6 EPR en 10 ans. C'est ça, 2 paires tous les 3 ans, etc. Mais est-ce que donc, c'est un peu terrible parce qu'on a toutes ces espèces d'idées reçues où en tous les cas, c'est ce que certains ont envie d'entendre parce que la réponse à tout ça, elle est politique, c'est clair. Et tous ces gens qui disent aux politiques ce qu'ils ont envie d'entendre et non pas la réalité à la fois de la filière industrielle. Et je vous remercie d'avoir. Donc la question aujourd'hui, c'est comment tous ensemble, nous on est tout petits, on est tout petits dans l'histoire, mais comment avec tous ceux qui sont sur la filière, on essaye de faire sauter un peu toutes ces barrières et tous ces mythes qui… L'idée, c'est pas comment dirais-je, de sauver la filière ou quoi que ce soit, mais c'est d'amener ce pays, et comme l'avait dit Hervé très très bien dans un de ses bouquins, comment on consolide nos atouts au lieu de les flinguer au fur et à mesure pour faire comme les autres, qui sont moins bons que nous. Ouais. Il y a aussi un sujet très pragmatique, c'est que j'avais posé la question à un de nos glorieux anciens de Framatome, qui m'avait dit, donc, tu sais, à partir du moment où tu as ta masse critique de compétences pour faire les programmes, faire plus, c'est possible. Et donc, pour nous, on s'est dimensionné à ce 70% qui correspond, de notre point de vue, à la taille minimum pour garantir le succès des programmes. Mais par contre, si vous n'avez pas cette compétence, vous ne pouvez pas former des gens, accueillir et déployer. Mais quand vous avez votre socle de compétences, c'est déjà ça. Donc déjà, pouvoir avoir ces programmes, 6 réacteurs au moins, j'espère, ça nous permettrait de nous lancer et d'avoir ce socle et de prouver les choses. Ensuite, je reviens sur la métallurgie parce que, par exemple, on a fait des forgés plus gros. Je pense qu'il y avait ça derrière la question. Et donc, ce qu'il nous faut, c'est faire nos développements industriels avant, parce que quand vous faites des forgés plus gros, vous pouvez avoir un peu plus de phénomènes sur le forgé, etc. Donc, c'est faire le développement industriel des programmes avant. Et là, avec nos programmes de standardisation et d'anticipation, en ce moment, on fait des réglages. Par exemple, une vérole qu'on faisait en 3 ans, on l'a fait en 12-18 mois. Et on fait l'analyse complète avant de lancer le programme. Et si on doit en scraper 1 ou 2, c'est pas grave. Mais ces réglages-là sont faits de façon anticipée. Sinon, vous êtes toujours sur le chemin critique et à courir derrière. Donc, c'est cette capacité à travailler dans le bon ordre, en quelque sorte, avoir l'outil industriel prêt et industrialisé. Et là, on a une opportunité, c'est de rentrer dans les programmes lancés, en quelque sorte, grâce à Hinkley Point. C'est très, très encourageant, ça. Mais ce qui est quand même dommage, c'est que l'industrie ne puisse pas s'exprimer sans contrôle politique. Je veux dire, aujourd'hui, on vit dans cette illusion que l'industrie ne peut pas, ne sait pas, parce que politiquement, elle n'est pas autorisée à dire qu'elle peut. C'est quand même préoccupant. Nous le faisons. Alors, par contre, ce que nous disons, moi, vu de Framatome, quand j'ai proposé ce programme de standardisation et de sensibilisation, je dis, bon, la décision politique a ses propres plannings qui ne correspondent pas au temps industriel, forcément, puisque nous, il y a une Hinkley Point, et après, il y a un trou. Et donc, cette capacité à dire, on alloue 300 millions, c'est quoi? C'est une année d'économie de frais de siège de Framatome que nous avons réalisé pour rester sur ce rythme lancé pendant 3 ans, ce qui permet à la décision politique de se prendre. Donc, c'est aussi, nous, d'avoir une capacité à organiser nos programmes industriels en découplant les temps, parce que l'alignement parfait des décisions, c'est quelque chose d'illusoire aussi, me semble-t-il. Donc, on a aussi notre contribution dans ce domaine-là.
Après, par rapport à la communication, ce que vous disiez, Hervé, c'est aussi, enfin, moi je m'en rends compte là maintenant, puisqu'on essaye, nous, au titre du GIFEN, de communiquer dans les médias, etc. C'est compliqué aussi, la communication, indépendamment de la position d'EDF. Là, je ne parle pas de la position d'EDF. Donc aujourd'hui, quand même, par rapport au nucléaire, c'est vraiment, il y a des clivages qui sont vraiment ancrés. Et donc là, nous, on le voit parce que, bon, on essaye de contacter les équipes de campagne des candidats à l'élection présidentielle. Donc déjà, il y a un énorme clivage entre la droite et la gauche aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que tous les partis de gauche, quasiment, ils sont anti-nucléaires. Et c'est hyper difficile de leur parler, en fait, enfin, d'expliquer, etc., même d'un point de vue objectif. Et dans les médias, on a une double difficulté pour moi, c'est-à-dire que déjà, c'est très difficile de parler aux médias de gauche, donc en général, donc, la presse écrite. Et ensuite, il y a la difficulté, alors ça c'est ce que dit souvent Jean-Marc Jancovici, et je suis assez d'accord avec lui, que les journalistes, alors non seulement il y a l'histoire de l'actualité de court terme, le buzz, etc., mais en plus, il y a quand même un manque d'appétence pour les sujets techniques et scientifiques. Et ça, c'est vraiment très parlant. Moi, je le vois là depuis 2-3 ans que je suis en contact avec les journalistes, c'est vraiment compliqué. Et puis, la dernière chose, c'est que un journaliste, alors, vous lui parlez, vous lui donnez des éléments, etc. Et puis, à la fin, c'est lui qui décide s'il publie ou s'il ne publie pas. Et en plus, il ne vous fait pas relire ce qu'il a écrit. Donc, voilà. Donc, le nucléaire, par rapport aux médias, on a vraiment une série d'obstacles à franchir qui est difficile. Mais bon, on progresse. Mais ce n'est pas facile. Ce point-là, je rejoins ce que dit Cécile. Nous, au niveau associatif, modestement, on essaye aussi, on est un certain nombre, il y a d'autres associations comme nous, on essaye de se coordonner pour faire en sorte de multiplier les échos, même si nos échos ils sont tout petits. Mais pour petit à petit essayer d'avoir une autre, au moins d'avoir cette autre vision. Mais je rejoins ce que dit Hervé, c'est quand même terrible de ne pas pouvoir exprimer la réalité sans avoir le contrôle au-dessus de ceux qui te disent ce que tu as le droit de dire. Mon petit doigt me dit que dans les scénarios RTE, il y a eu aussi un petit peu de ça. Non, mais juste puis c'est ma dernière intervention, parce que je ne veux pas occuper tout. Il y a plein de questions très intéressantes qui ont été posées. Simplement pour répondre à Cécile, effectivement, mais ce n'est pas exactement la com que je visais, ni les journalistes. Quand je rencontre des grands consommateurs d'électricité, des gens qui sont liés à l'électricité, c'est eux qui me disent, c'est eux qui ne savent pas. Et eux, je veux dire, ils ont un droit à une information un tout petit peu plus élaborée que celle qui est donnée par les journaux et par les coms. Et donc, aujourd'hui, dans ce milieu qui est le milieu industriel, il n'y a pas d'information que vous venez de donner ce matin. Bon, on essaye, alors c'est notre prochain objectif, on essaye d'intégrer justement des réseaux d'influence, alors avec des décideurs, etc., donc qui ne soient pas politiques. Alors, je ne sais pas si on va y arriver, mais justement, Hervé, l'idée, ce serait ça aussi, c'est-à-dire de diffuser plus une information objective, hein, évidemment, rien n'est totalement objectif, mais quand même de donner des éléments de compréhension dans certains cercles. On va essayer. Entendu. Merci. Merci. Je pense que cette question était importante. On y a passé un petit peu de temps, mais on va peut-être passer aux autres. Mais en fait, c'est un peu le cœur de nos interrogations. J'avais eu l'occasion d'en parler avec déjà. Nos questions autour de cette espèce de chape de plomb là, autour de la capacité industrielle. Merci de la clarté de vos réponses. Jean-Philippe, tu peux te faire le relais des principales questions du chat. On se donne encore, on va dire, un quart d'heure pour ne pas faire trop long. Donc, tu essaies d'aller à l'essentiel et aux questions les plus centrées sur nos deux intervenants. Merci. Tout à fait. Vous m'entendez bien? Très bien. Oui, parfait. Alors, il y a beaucoup de questions, donc on va essayer de faire peut-être des réponses pas trop longues. Alors, première question de Jean Flucher à propos de Flamanville et aussi d'Elisabeth Fer sur Flamanville, je groupe. Quel pourrait être l'impact des défauts combustibles de Taishan 1 sur celui de Flamanville 3? Et puis, plus généralement, Elisabeth demande, pouvez-vous nous donner une analyse des difficultés rencontrées à Flamanville? Sur les combustibles, je suis un petit peu prudent. Donc, nos collègues ont travaillé avec l'exploitant
CGN pour faire les routes cause analysis et les plans de chargement. Donc, ils sont en dialogue avec leur autorité de sûreté. Donc, il y a également une task force qui est identifiée pour offrir des options de réponse qui, à date, avec les infos qu'on a, sous réserve de développement qu'il peut y avoir, n'est pas un facteur limitant dans le temps sur Flamanville. Ensuite, le chantier lui-même, il a fallu reprendre un certain nombre de soudures. Donc, ça prend un peu de temps. Il y a un certain nombre de sujets comme ça. Elles avancent, celles qui sont faites sont bonnes. Après, c'est la capacité à mener des fronts de soudure pour les réamener, les reprendre, traiter des sujets comme ça. C'est ça la situation du chantier en ce moment. Donc, nous prévoyons de charger le fuel fin de l'année. Là, il y a un lancement d'un glissement de quelques mois. Et les équipes sont mobilisées là-dessus. Il y a Flamanville, puis il ne faut pas oublier la Finlande. Regardez s'il n'y a pas une nouvelle demain sur la Finlande. Il paraît qu'ils seront bientôt connectés au réseau, donc regardez à tout hasard demain. Voilà. Très bien. Je suppose que dans l'analyse des difficultés Flamanville, la question c'est pour la suite, est-ce qu'on est confiant dans la maîtrise des délais de construction pour le PR2 ? Est-ce qu'on a bien capitalisé le béton ? Enfin, il y a eu plein de motifs. Oui, et c'est tous ces sujets de standardisation, de s'y prendre suffisamment tôt qui sont intégrés. Après, il y aura des difficultés, ce n'est pas des problèmes simples, il faut dire ce qui est. Mais il y a cet apprentissage. Vous ne pouvez pas, c'est très dur de lancer un programme quand vous n'avez pas construit et de vous dire un matin, ça y est, je le fais. Donc, c'est vraiment cette conscience qu'on doit être prêt, on doit être lancé. Et sinon, un grand site industriel, si vous n'avez pas travaillé pendant 5 ans, il faut apprendre le métier. Et ça prend plusieurs années. Et donc, c'est d'éviter d'être dans des situations comme ça. C'est ça la posture que nous avons prise. Et je suis conscient des difficultés, mais moi, j'ai conscience. Je vois, par exemple, le Creusot a baissé ses taux de fréquence d'écart qualité d'un facteur 10 en 3 ans. Alors, il y en a encore, mais c'est possible. Donc, moi, je n'ai pas trop d'inquiétude sur le volet industriel. Ce qu'il nous faut, c'est une discipline de fer au niveau de nos ingénieries pour garder la stabilité de nos configurations. Pour moi, c'est là que la bataille de la standardisation va se faire. D'accord. Et le fait qu'on ait beaucoup modifié le PR2, est-ce que c'est une nouvelle tête de série ou pas? On a des éléments rassurants là-dessus? Il bénéficie, après, c'est des choix qui sont faits. Il y a un choix qui est fait, maintenant il s'y fait. Le premier sera forcément un peu plus long, un peu plus cher que les autres, mais tout l'intérêt effectivement de faire une série. Très bien. Autre question très différente de Jean Flucher, que devient l'ATMEA? Merci Jean. Donc l'ATMEA, c'était une JV entre Framatome et Mitsubishi Heavy Industries pour faire un 1000 MW en particulier en Turquie. EDF a repris la part de Framatome modulo une action symbolique pour la propriété intellectuelle. Elle a été arrêtée. Et depuis, EDF a relancé des projets, en particulier le PR 1200, parce qu'il y a une demande quand même de puissance dite moyenne sur des pays comme la République tchèque, etc., dans une optique de quasi-standard par rapport à l'EPR. Donc, pour essayer d'avoir une approche cohérente et de standardisation. Et donc, on ne parle plus d'ATMEA, mais on parle de PR 1200. Très bien, merci. Une question de Jean-Pierre Pervez. JFEN et projet La Hague, piscine et futur projet retraitement. Quid de tout ça? Alors, nous, en fait, on ne travaille pas forcément sur des projets en particulier. Vous avez vu, les sujets qu'on traite, ils sont plutôt transverses, donc sur la qualité, le numérique, etc. Mais on travaille sur l'ensemble du cycle, puisque au conseil du JFEN, vous avez bien l'Andra, Orano, Framatome, le CEA. Donc, on essaie d'être attentif justement à ne pas être trop sur EDF et sur les centrales, et notamment les nouvelles centrales, et de traiter des sujets qui sont vraiment déclinables dans toutes les installations du site.
Très bien. Une question de Marc Defresne. Quelle vision du GIFEN sur les réacteurs de 4e génération, en particulier les réacteurs rapides pour fermeture du cycle? Là, c'est un petit peu la même réponse, hein. C'est-à-dire que nous, on est plus sur des choses transverses qui s'inscrivent aussi dans le cadre du contrat de filière. Donc, vous savez qu'il y a dans chaque filière industrielle, il y a un contrat de filière qui est signé entre la filière et l'État. Donc, dans la filière nucléaire, on en a signé un il y a 3 ans maintenant, là, qui a fait l'objet d'un avenant suite à France Relance, dans lequel il y a des choses qui sont inscrites pour la 4e génération, qui sont directement portées plutôt par le CEA. Donc nous, encore une fois, on est plus sur des choses plus concrètes en termes de qualité numérique, etc. Framatome était beaucoup engagé sur les rapides, hein. Il y avait 130 personnes à Lyon qui travaillaient sur les rapides. Nous avons fait le choix de maintenir les compétences parce qu'il y a beaucoup de compétences là, de créer une Advanced Reactor Unit à Lyon, puis avec quelques collègues américains aussi, ce qui a donné lieu à l'école de design dont je parlais tout à l'heure, à une approche de briques technologiques, c'est-à-dire qu'on vend des briques à pas seulement rapides, mais aussi réacteurs avancés, hein. Là où il y a des budgets dans le monde entier, on arrive à trouver des budgets. Et puis, c'est cette partie-là qui est également mobilisée maintenant pour l'appui de Framatome à Newark au SMR. Donc, dans notre logique de compétences, on a maintenu et on fait vivre ces compétences rapides, et puis l'avenir dira ce qu'il adviendra. Voilà, justement, SMR, il y avait une autre question de Jean Flucher. Quelle est la coopération réelle entre le CEA et Framatome sur le SMR? Bien, le SMR, au départ, était parti entre CEA, Naval Group, EDF et Technicatom, qui est légitime parce que c'est eux qui font les petits réacteurs. Et ce qu'on nous a demandé, c'est de monter en régime côté Framatome pour venir remplacer en quelque sorte Technicatom, qui lui a plus vocation à travailler sur la partie militaire, hein, et les sous-marins et les porte-avions. On était avec eux, j'étais avec eux hier. Et donc, en tant que chaudiériste, on s'entend bien. Et donc, c'est ce biseau qui est en train de se faire en ce moment. On vise un biseau jusqu'à fin 2022 pour pouvoir se substituer à eux en 2022, mais on restera des collègues chaudiéristes, hein. N'ayez aucun doute là-dessus. Très bien. Autre question de Sébastien Richet. Au-delà du WNE, quels sont les développements pour promouvoir la technologie industrielle française? Quid des relations avec les grands organismes internationaux, AIEA, AIE? Ouais, alors c'est vrai qu'on travaille plus, donc nous, derrière les grands projets que peut avoir notamment EDF dans certains pays. Donc on les accompagne. Donc il y a l'Inde, les Émirats, l'Arabie, la République tchèque, la Pologne. Donc en fait, le GIFEN, les industriels du GIFEN, au travers donc, de notre travail, on a donc un travail collectif à l'international, on se prépare à ces projets et on accompagne EDF en allant directement essayer de mettre en contact les industriels locaux et les industriels français, puisqu'on sait que dans ces projets, il y a toujours une obligation donc de localiser une part de la production. C'est vrai qu'on est un peu moins en contact avec les grands organismes. On essaye d'avoir des actions qui soient un peu plus terrain. Bon, cela dit, à WNE, vous avez vu, certains d'entre vous sont venus, on avait quand même des invités de ces organismes-là. Voilà. Et je vous parlais tout à l'heure beaucoup des ressources et des compétences. Donc, pardon, vous avez cette politique-là, vous pouvez avoir des ressources qui peuvent être mobilisées aussi pour travailler dans ces organismes-là. Par exemple, il y a Aline Descloiseaux qui était Framatome, qui était d'ailleurs sur Flamanville, ensuite Naval Group, qui est maintenant un rôle important à l'AIEA sur la partie réacteur. Et il y a un collègue Framatome qui va les rejoindre aussi en mars. Donc, je crois qu'il faut qu'on soit attentif au staffing de ces organisations. Et c'est le cas d'ailleurs. Très bien. Toujours avec le GIFEN, Jean Flucher qui demande le GIFEN communique-t-il assez auprès du grand public et de l'éducation nationale? Alors sur la partie grand public, c'est ce que je disais tout à l'heure, là, donc en réponse à quelque chose que disait une intervention d'Hervé, c'est assez compliqué en fait, hein, donc voilà, donc on a la chance d'avoir Anne-Charlotte Dagorn, qui est la DIRCOM d'Assystem et qui
qui supervisent, qui nous aident donc, dans la communication du GIFEN. Voilà, donc on a vraiment des professionnels qui sont là, mais comme je le disais, c'est complexe, en fait, ça prend du temps. On voit qu'on progresse et on essaye, nous, de faire donc, des actions, soit au niveau du grand public, donc via les médias, mais aussi au niveau des jeunes. Donc ça, c'est la question par rapport à l'éducation nationale. Donc là, par contre, on a beaucoup d'actions d'attractivité. Alors, dans le cadre de l'EDEC, là, dont je vous ai parlé, hein, on a des fonds. On a aussi déposé un dossier, justement, parce qu'il y a eu beaucoup d'appels à projets de l'État dans le cadre des compétences, hein, qui est vraiment le sujet voilà, dont on a beaucoup parlé. Compétences, c'est très maillé avec attractivité. Donc, nous, en tant que GIFEN, on a proposé un dossier à l'État pour développer des actions d'attractivité, justement, donc directement dans les écoles, etc. Et donc, on va obtenir des fonds. Là, notre dossier a été retenu. On va obtenir des fonds. Donc, c'est un autre moyen de financement de l'EDEC, de ces actions d'attractivité. Et donc, oui, alors ça, c'est des choses qu'on fait au quotidien. Il y a les associations régionales aussi qui nous relaient là-dessus. Et donc, on essaye vraiment à tous les niveaux et toutes les associations d'avoir des actions donc, au niveau du collège, au niveau aussi des écoles d'ingénieurs, des BTS, alors, sachant qu'on a besoin, vous le savez, hein, on a besoin de gens de tout niveau, pas que des ingénieurs. Hein. On a aussi beaucoup besoin d'intervenants, de soudeurs, de chaudronniers, etc. Donc, on essaye vraiment d'avoir ces actions, alors qui ne sont pas forcément médiatisées, mais ça, c'est des actions que l'on a vraiment avec tout ce qui est enseignement. Et puis après, une fois qu'on aura finalisé nos études, là, ce que je vous disais sur l'adéquation charge-ressources, et si on identifie vraiment des filières dans lesquelles il risque d'y avoir un manque de formation à terme, là, il faudra, effectivement, on n'en est pas encore là, mais ça, c'est des actions qu'il faudra évidemment mener avec l'éducation nationale. Bien. Une question technique. Quid de l'évolution de la robotisation du soudage sur site par Jean Flucher? Oui, c'est très très bonne question. Donc, on a des progrès à faire en matière de robotisation, que ce soit sur site ou même dans les usines, hein, puisqu'on fait beaucoup manuellement. Je parlais des taux de fréquence d'écart qualité. Alors, lorsque quelqu'un qui est normal va faire une erreur toutes les 100 heures, puis quelqu'un de bien formé va faire une erreur toutes les 1000 heures. Moi, Fontana, si tu me fais souder, je vais faire une erreur toutes les 10 heures. Hein. Il n'y a aucun problème. Mais un robot bien réglé, soudage ou pas, va faire une erreur toutes les millions d'heures. Donc, on voit que le progrès de qualité suppose un progrès dans la robotisation de la filière. Et on est conscient, et d'ailleurs, un des objectifs retenus dans Excel pour Framatome, c'est un programme de 50 millions d'euros pour accélérer notre robotisation. Alors, elle ne va pas résoudre tout, elle ne va pas se substituer aux opérateurs qui sont là, mais elle va les accompagner. Et pour moi, c'est un des axes de progrès qu'on peut faire. Et le plan France Industrie 2030 a des lignes de robotisation, d'automatisation qu'il va falloir utiliser, essayer de mobiliser au profit de la filière. Une question de Christophe Journet, MPE Média. Que pensez-vous du développement de la transmutation et du retraitement des déchets pour éviter de devoir les stocker en sous-sol? Bien, bonjour Christophe. Effectivement, nos collègues ont été sollicités récemment par les représentants. Je n'ai pas d'avis. Hein. J'ai envoyé notre directeur scientifique pour comprendre. Et là, je fais mon joker parce que je n'ai pas eu sa restitution. Mais je sais qu'ils sont actifs. Hein. Je crois qu'ils sont basés à Genève. Et donc, je ne sais pas si Cécile a quelque chose côté GIFEN. Non, ce n'est pas un sujet sur lequel le GIFEN travaille directement. Là, on est vraiment sur des aspects plus R&D. Hein. Ouais. Autre question de Jean Flucher. Le CEA a-t-il une réelle volonté de finir le RJH? J'espère bien, oui. Donc, le RJH, en tout cas, Framatome est présent. D'ailleurs, a mis à disposition un certain nombre de ressources au CEA pour les aider à faire, mais même des financements, que ce soit aussi EDF et Framatome. Et à titre personnel, je pense que c'est utile d'avoir un moyen d'essai en France. Nous faisons nos essais gratuitement aux États-Unis et parfois en Russie, mais on sent bien que ce genre d'exercice a des limites. Et j'espère bien que le RGA se verra jour. En tout cas, nous, on y compte bien.
Hein. Toujours Jean Fluchard, où en est-on du financement de Sizewell? C'est un sujet plus CDF. Le gouvernement britannique a annoncé, c'est public, hein, il y a 2-3 jours, le déblocage d'une enveloppe complémentaire de 100 millions de livres pour permettre au projet Sizewell de garder une dynamique et de se préparer pour rendre possible des décisions, je crois, à partir du mois de juillet prochain ou tout début d'année prochaine. Donc là, il y a des progrès. C'est très, très actuel, effectivement. Très bien. Oui, quelqu'un avait demandé qu'est-ce que c'est le RJH, il faut peut-être préciser. Le réacteur Julovrovitch, c'est une bonne question, qui est donc un moyen de recherche, un réacteur de recherche de la France. Question de Christian Carlotti. Que peut-on faire aussi à titre individuel pour améliorer la communication sur le nucléaire? Ben, pour moi, il faut en parler dans sa famille, à ses amis, voilà, de manière simple. Surtout, il faut assumer, il faut il faut savoir parler de la gestion des déchets, parce que les gens ne parlent que de ça, en fait. Quand ils vous parlent du nucléaire, ils vous disent oui, mais il y a beaucoup de déchets, machin, etc. Donc, il faut se renseigner un petit peu. Nous, on a quelques éléments de langage là-dessus. On peut vous les envoyer. L'Andra, ils font des trucs super qui sont vraiment très, très pédagogiques. Donc, il faut reprendre ça et puis en parler, voilà, autour de soi. Pour Framatome, on a fait mettre, donc, passer dans un site les usines Framatome partout. Il y a écrit Framatome recrute, là, des grandes banderoles qui sont là pour montrer que le nucléaire, c'est recrute. Deuxièmement, nous travaillons la fierté. Nous sommes 87% à être fiers d'être des Framatome. Et chaque année, je pose la question, est-ce que je recommande Framatome à un parent, à un ami? On parle positivement. Alors, il n'y a pas si longtemps, on était 35%. Ensuite, on est monté à 38%. On ne savait pas s'il y avait plus de conflits dans les familles pour les envoyer dans l'enfer du nucléaire. Maintenant, 80%. Et c'est donc d'inciter à parler positivement. Et d'ailleurs, tu as, toi, au GIFEN, un film qui est très bien. Et tu pourrais les mettre à disposition, d'ailleurs, de l'association. Hein. Oui, tout à fait. Ben, nous, on a un film. Pour accompagner ces discussions. Hein. On vient de sortir un film grand public. Voilà. Et puis, on a aussi une petite brochure qui s'appelle Idées reçues. Voilà, donc ça, je pourrais les transmettre à Eric si ça vous intéresse. Absolument. Je trouve que c'était une bonne dernière question, si je peux me permettre, sans frustrer tout le monde. Et effectivement, il faut que tous ensemble, on utilise toutes nos occasions de faire une communication la plus positive possible, de casser effectivement ces idées reçues ou ces blocages intellectuels là. J'en ai noté un aujourd'hui autour de la capacité industrielle. Ça, merci de l'avoir éclairé. Sur les déchets, moi j'ai noté quand même, enfin, on est beaucoup à Salon Climat à avoir participé au débat public. Alors ça a la valeur que ça va. Mais en tous les cas, on a fait beaucoup de contributions sur le débat public de CIGEO. J'ai noté quand même que cette semaine, que la Suède, si j'ai bien compris, a donné son autorisation définitive à la mise en place d'un stockage profond. Les Finlandais, je crois, sont à peu près sur la même ligne. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on utilise, mais les documents, Cécile, nous intéressent beaucoup, tous ces éléments pour dire qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de solution, puisque la solution est déployée par des gens qui ne sont pas des fous furieux vis-à-vis de l'environnement, qui sont quand même les Finlandais et les Suédois. Donc, ce n'est pas des républiques bananières qui feraient n'importe quoi. Et, bon, et derrière le projet CIGEO, maintenant, moi j'ai compris qu'il suffit de la décision politique. Donc, ça va être encore long, mais l'enquête publique est passée, maintenant il faut le décret d'autorisation, enfin, etc. Et voilà, et tu as raison, il faut casser cette idée-là. Et puis le deuxième sujet, c'est la sûreté, mais je pense qu'il est de moins en moins prégnant, même si il faut qu'on continue. Mais ça, je pense que les uns et les autres, à Salon Climat, on a quelques peu de background là-dessus et on a quelques arguments pour expliquer ces questions de sûreté. Voilà, il me semble que, sauf si Jean-Philippe me dit qu'il y a une question fondamentale qu'il faut absolument passer, c'est le moment de remercier tout le monde, en particulier merci à Cécile et merci à Bernard, c'était extrêmement clair et en tous les cas, moi je peux dire que ça a répondu pleinement à notre attente d'éclairage
et de données complémentaires. Ça, c'est parfaitement clair. Donc, au nom de tout le monde, je vous remercie de votre disponibilité déjà, de vous être adapté à ces modalités visio qui sont toujours un peu compliquées, même si je vois que je suis le seul à avoir cassé ma connexion et avoir dû me reconnecter. Donc, je ne suis pas le meilleur sur le sujet. Merci aux participants. On reste en contact de toute façon. Et Cécile, je suis preneur de tous les documents dont tu as parlé. Et puis, si nous, à Saumon Climat, avec nos modestes moyens, nos tout petits bras, on peut vous aider. Enfin, en tous les cas, on est déterminé là-dessus. Nous, on rentre toujours dans les sujets par la question du climat. Hein, c'est notre leitmotiv et ça, on y tient. On n'est pas des défenseurs du nucléaire pour le nucléaire, mais on est des défenseurs du climat. Et on est des défenseurs des outils qui marchent et qui sont efficaces. Le nucléaire en étant un, on le défend pour ça. Pas pour ce qu'il est, mais pour ce à quoi il sert. Et en plus, ce n'était pas le sujet d'aujourd'hui, mais l'actualité récente où tout le monde serre les fesses ou autre chose, en espérant qu'on va passer les pointes. Comme a dit Hervé tout à l'heure, il y a une époque où on avait des pointes autrement plus importantes que ça, et qu'on passait non pas avec sérénité et tranquillement, mais qu'on était capable de passer. Donc ça veut dire que et le nucléaire, c'est quand même la base de ça, de cette capacité qu'on a à passer les points et à rendre le service. On commence à s'en apercevoir que les prix sont ce qu'ils sont, que notre difficulté d'assurer la fourniture, elle est ce qu'elle est. Quand on a l'habitude, et quand pendant des années, tout fonctionne bien, on n'a aucune question à se poser et ça marche impeccable, on a l'impression que c'est facile et qu'on peut faire n'importe quoi sur l'outil. Et on s'aperçoit maintenant que l'outil, pas qu'à alimenter je ne sais quel fantasme, etc. Bon, je passe là-dessus, on va faire trop long. Donc, en tous les cas, je pense qu'on a tous besoin les uns des autres. Je pense qu'on a chacun, à titre individuel, et c'était bien de conclure là-dessus, que chacun saisisse les opportunités qu'il a de défendre ce en quoi nous croyons tous ensemble. C'est bien de partager les choses et de se dire les choses comme on se les édite là sur la question industrielle. Donc, merci beaucoup. Et pour les adhérents de l'association, je rappelle que notre assemblée générale a lieu à 14h, connexion à partir de 13h30. Donc, ne fermez pas complètement vos ordinateurs et revenez tout à l'heure le ventre plein. Merci encore à Cécile, merci encore à Bernard, merci à Hervé aussi pour la qualité de sa question. Merci bien. Merci à tous, au revoir. Merci à tous d'avoir respecté la consigne du micro. Et bonne assemblée générale. À bientôt, merci. Au revoir. Au revoir.